La candidature à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est désormais officielle. Les 27 accordent à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. Dans le même temps, le drapeau européen flotte déjà au Parlement ukrainien. L'Ukraine mérite qu'on accorde à sa candidature tout le respect et l'attention qu'il se doit. Avant tout, parce que la Russie a déclenché cette guerre, parce que la nation ukrainienne voulait justement se rapprocher de l'Occident et en premier lieu de l'Union européenne, et ce, malgré les risques que ce rapprochement lui faisait encourir. Il est aussi tout à fait possible que l'officialisation de cette candidature ait encouragé les troupes ukrainiennes au front. Elles savent à présent qu'au bout du tunnel, il y a la possibilité d'un avenir meilleur. Mais il faut rester réaliste. Le chemin sera long et le parcours semé d'embûches. Union européenne, c'est un long chemin, mais c'est important pour le moral des Ukrainiens, selon un spécialiste. Adhésion à l'UE, l'Ukraine doit encore régler ses problèmes de corruption. Bon, alors quels sont les obstacles que l'Ukraine va devoir surmonter ? L'adhésion à l'UE n'a rien à voir avec l'OTAN. L'intégration européenne, c'est l'adoption d'un cadre réglementaire strict et suppose une compatibilité politique et économique. La Croatie a mis 10 ans pour intégrer formellement l'UE. C'est pas un délai fixe ni même indicatif. Ça dépend de la volonté de chaque pays candidat. La Finlande a réalisé le même parcours en 2 ans, essentiellement parce que ses niveaux de développement économique et de maturité politique étaient déjà égaux ou même supérieurs à ceux de l'UE. On se doute bien que le parcours ukrainien sera plus calqué sur celui de la Croatie que sur celui de la Finlande. Déjà, le traité fondateur de l'UE, le traité de Maastricht, comporte un article qui pose du fil à retordre pour les pays candidats. L'Union européenne est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Article 2 du traité sur l'Union européenne. Comment s'en sort l'Ukraine dans ce domaine bien précis ? Mais pour être honnête, malgré la résistance admirable du pays face à l'invasion russe, tout n'est pas rose chez nos amis ukrainiens. C'est quand même le pays le plus pauvre d'Europe. Son économie et ses institutions politiques sont encore loin des standards définis par Bruxelles. L'interventionnisme de l'État post-soviétique dans tous les secteurs de l'économie et la toute-puissance des oligarques empêchent l'Ukraine d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Transparency International a désigné l'Ukraine comme le 2e pays le plus corrompu d'Europe après la Russie. Et rien ne semble être fait pour mettre fin à cette corruption. Si l'on compare l'Ukraine aux normes européennes, le pays est excessivement pauvre. Le PIB par habitant ukrainien vaut 40% du PIB par habitant bulgare, actuellement le plus faible de l'Union européenne. Évidemment, la guerre n'a fait qu'empirer les choses. D'après certains experts, l'Ukraine doit procéder à tellement de changements que le processus d'adhésion pourrait durer, avec de la chance, entre 10 et 20 ans. Alors justement, quelles sont ces réformes ? Des standards européens exigeants. L'UE, c'est un cadre réglementaire très strict et une bureaucratie paralysante. Tout pays candidat à l'adhésion doit adopter et implémenter toutes les réglementations européennes avant de pouvoir espérer décrocher le précieux sésame. Ce processus se décompose en 6 étapes. Le dépôt de candidature, suivi de l'obtention du statut de candidat. S'ensuit la stratégie de préadhésion, puis les négociations qui aboutissent au traité d'adhésion et enfin l'intégration. Aujourd'hui, l'Ukraine a déjà atteint, grâce à l'agression russe, la 3e étape. Kiev doit se mettre d'accord avec la Commission européenne pour établir un programme de soutien financier de l'UE. Ces aides permettront aux pays candidats de mener les réformes politiques, économiques et administratives nécessaires pour adopter la réglementation européenne. En gros, pour mettre en œuvre la loi européenne. Plus vite dit que fait. La législation européenne, ce sont 130 000 pages que l'Ukraine doit amender à son propre cadre juridique. Un processus très long et très coûteux. Après, personne n'a dit que ce serait facile. Et tant mieux, c'est le seul moyen de garantir que l'État candidat pourra respecter l'article 2 du traité sur l'UE. La liberté, la démocratie, l'égalité, la justice et j'en passe. Et pour le volet économique, l'Ukraine a un long chemin devant elle pour développer une économie de marché fonctionnelle et à la hauteur des attentes de Bruxelles pour pouvoir prétendre à intégrer le marché commun européen. L'économie ukrainienne a été ravagée par des décennies de règne soviétique. L'Ukraine doit donc faire table rase et presque tout recommencer. En fait, le point de départ de la guerre russo-ukrainienne, c'est la signature de l'accord d'association avec l'UE en 2014. Un accord qui est entré en vigueur en 2016 et en vertu duquel l'Ukraine devait entreprendre quelques réformes importantes. L'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne oblige Kiev à poursuivre les réformes pour un état de droit. On en profite pour bien souligner que c'est cet accord qui a déclenché la guerre russo-ukrainienne en 2014 et non la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Grâce à cet accord, l'économie ukrainienne a tourné le dos à son histoire soviétique. D'abord au sein du Comecon, lorsqu'elle faisait partie de l'URSS, puis de la communauté des États indépendants qui lui a succédé en 91. L'Ukraine a pivoté vers l'Occident, mais pas avec assez de conviction. Ni Porochenko entre 2014 et 2019, ni Zelensky ont entrepris les démarches significatives pour se rapprocher de l'Union. En 2020, les exportations ukrainiennes vers l'UE pesaient 8 fois plus que celles vers la Russie, soit plus de 40% des exportations totales. La guerre russo-ukrainienne n'a fait qu'accélérer cette tendance. L'Union européenne suspendra les droits de douane sur les importations ukrainiennes pendant 1 an. Kiev reconnaissante. L'Ukraine et l'Union européenne signent un accord sur la libéralisation du transport routier. L'accord élimine la nécessité pour les transporteurs ukrainiens d'obtenir des permis pour rentrer dans l'Union européenne. Zelensky déclare que l'Ukraine exporte désormais de l'électricité vers l'Union européenne. D'après Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, depuis la signature de cet accord d'association, l'Ukraine aurait déjà mis en œuvre 70% de la législation européenne. Après, c'est une lecture vraiment optimiste de la réalité. Les appels d'offres pour les marchés publics sont plus transparents et les instituts nationaux de statistiques se sont conformés aux normes européennes. Le secteur de l'énergie est en passe d'être totalement réformé pour réduire le poids de l'État. Pareil pour l'accès aux services publics pour les Ukrainiens grâce à une numérisation accélérée des démarches administratives. Mais le fossé à combler reste abyssal. Des exemples concrets. On vous le disait, Transparency International considère l'Ukraine comme le 2e pays le plus corrompu d'Europe après la Russie. L'indice de liberté économique de la Heritage Foundation et du Wall Street Journal classe l'Ukraine en 130e position sur 177. Elle est aux côtés de l'Ouganda, de l'Inde et de la Biélorussie. L'indice de liberté humaine de la Cato Institute, du Fraser Institute et de la Foundation Frederick Naumann classe l'Ukraine au 98e rang, pratiquement à égalité avec le Burkina Faso, le Kazakhstan et le Mozambique. L'indice sur l'état de droit du World Justice Project classe l'Ukraine 74e. Dans le classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières, l'Ukraine occupe la 106e position. L'indice de démocratie réalisé par The Economist accorde à l'Ukraine la 86e position. L'Ukraine est encore loin des autres pays européens. Il part pas de zéro, mais le chemin est long. Et il ne s'agit pas uniquement d'harmoniser sa législation avec celle de l'UE. Elle doit relever un autre défi. La reconstruction, une priorité. Une fois la guerre terminée, l'Ukraine pourra se concentrer à 100% sur sa reconstruction. Quel que soit le gouvernement en place, il aura du pain sur la planche pour remettre l'économie sur pied. Il lui faudra reconstruire toutes les infrastructures détruites et répondre à l'urgence humanitaire. En temps de guerre, l'état de droit s'érode et les institutions démocratiques se fragilisent. Pour adhérer à l'UE, avant de s'inquiéter de la conformité de sa législation selon les normes européennes, l'Ukraine devra d'abord se reconstruire. Elle devra s'y prendre de 2 manières. Le gouvernement ukrainien estime que la reconstruction des ponts, des infrastructures vitales et des routes nécessitera à elle seule entre 100 et 200 milliards de dollars. Mais pour relancer l'activité industrielle et économique de l'Ukraine, l'enveloppe tournerait autour de 500 à 600 milliards de dollars. Bruxelles devra donc contribuer à cette dépense colossale au travers d'un plan Marshall bis repetita. La Commission européenne propose une plateforme de reconstruction de l'Ukraine. L'enjeu principal pour Bruxelles, c'est d'éviter que les fonds européens engagés pour la reconstruction de l'Ukraine finissent dans les poches des oligarques aux manettes. L'Ukraine connaît aussi une crise céréalière qui aura des conséquences graves pour de très nombreux pays, surtout africains. L'Ukraine a besoin d'évacuer urgemment les 25 millions de tonnes de la récolte 2021 qu'elle a en stock pour accueillir la récolte 2022 qui est, elle, imminente. Cette situation a mis en lumière un détail très technique. L'écartement des rails des chemins de fer en Ukraine suit les normes soviétiques. Il faut donc adapter tous les rails ukrainiens aux normes européennes pour assurer la libre circulation des marchandises dans l'espace européen. L'Espagne et le Portugal avaient dû faire pareil pour adhérer à la communauté économique européenne en 86. C'est très cher et très long à concrétiser. D'où l'importance du corridor humanitaire qui a été négocié entre Moscou et Kiev et qui est déjà mis en difficulté par des frappes russes. C'est la seule manière pour l'Ukraine d'acheminer ses marchandises vers l'extérieur et éviter une crise humanitaire majeure. Ce ne sont pas tant les réformes de libéralisation de l'économie ukrainienne qui poseront problème, mais plutôt la refonte de son système politique. La mise en place d'une législation commune aux États membres de l'UE, mais aussi la chasse à la corruption et la consolidation du système judiciaire pour garantir une justice équitable à tous les Ukrainiens.
Il faut pas oublier que depuis le début du conflit, ce sont 7 millions d'Ukrainiens qui ont fui la guerre. Tout autant d'ouvriers, de jeunes diplômés, d'artisans qui constituent une main-d'œuvre indispensable à la reconstruction du pays. L'Ukraine aura du mal à s'en passer, mais même en temps de paix, le pays manque d'arguments pour convaincre les réfugiés de revenir au bercail. Déjà, l'État doit pouvoir garantir un certain niveau de sécurité juridique et de libre marché pour favoriser les investissements. Comment ? Par exemple, certains proposent de répliquer le modèle des ZES, les zones économiques spéciales comme celle de Dubaï. Est-ce que c'est une solution réaliste ? Franchement, on sait pas, mais ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, il y a une autre conséquence de la guerre russo-ukrainienne qui pourrait paradoxalement être très bénéfique au pays. Par exemple, le cas de l'oligarque Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine et très proche des milieux pro-russes de la politique ukrainienne. Il a même été le principal contributeur du Parti des régions, dont il est même devenu député à la Rada, le parlement ukrainien. Le Parti des régions, c'est le parti de l'ex-président Viktor Yanukovych, un pro-russe. Rinat Akhmetov, c'est aussi le propriétaire des aciéries Azovstal. Vous avez sûrement entendu parler du siège de Mariupol et des centaines de civils et de soldats ukrainiens qui s'étaient réfugiés dans cette usine. Cette usine, elle lui appartient. Bon alors ce Rinat Akhmetov, qu'est-ce qu'il dit ? Le mal ne peut rester impuni. Les crimes de la Russie contre l'Ukraine et notre peuple sont flagrants et leurs coupables doivent être tenus responsables. Ce procès est l'une des premières mesures juridiques internationales contre la Russie pour mettre fin à ces crimes, à la destruction de l'économie ukrainienne et au pillage des actifs ukrainiens. Rinat Akhmetov, oligarque ukrainien. Rinat Akhmetov a fait volte-face. Et c'est pas le seul à subir les conséquences de l'invasion. Plusieurs autres oligarques ukrainiens pro-Moscou ont vu leur fortune fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, la richesse personnelle d'Akhmetov dépasse à peine les 4 milliards 200 millions de dollars alors qu'elle était estimée par Forbes à 16 milliards de dollars en 2012. Et bien justement, cet affaiblissement des fortunes oligarchiques ukrainiennes pourrait avoir des conséquences positives pour le pays. Leur contrôle absolu de la scène politique nationale est fragilisé. Et c'est peut-être l'opportunité dont le pays avait besoin pour adopter les règles du marché libre et séduire les investisseurs étrangers. Si l'Ukraine souhaite réellement adhérer à l'UE, elle devra assainir son économie et réduire le poids des oligarques sur son style de gouvernance. Les enveloppes européennes pour la reconstruction, la pression populaire et l'enjeu sécuritaire pèseront beaucoup plus que les pots de vin et les chantages oligarchiques. Des oligarques qui devront en plus se racheter une conscience pour leur proximité avec le Kremlin ces dernières décennies. Bref, vous l'avez compris, la liste des réformes que l'Ukraine doit entreprendre pour espérer conclure son processus d'adhésion à l'Union européenne est très longue. Mais elle n'est pas la seule qui doit changer. L'UE aussi doit revoir son mode de fonctionnement interne. On pense surtout à une contrainte, le vote à l'unanimité. Dans de trop nombreux domaines, l'UE requiert l'unanimité pour mettre en œuvre de nouvelles règles. Mais comme l'Union compte 27 États membres, ce sont tout autant d'intérêts nationaux à prendre en considération et à satisfaire. L'Ukraine est très proche de la Pologne et c'est certain que les deux pays feront pression ensemble sur la Commission et le Parlement pour obtenir gain de cause en cas de désaccord avec Bruxelles. On notera aussi que suite à l'officialisation de la candidature de l'Ukraine, celles de l'Albanie et de la Macédoine du Nord ont elles aussi évolué. L'Union européenne entame enfin les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en vue de leur adhésion. À la faveur de l'invasion russe en Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Albanie, respectivement candidates depuis 2005 et 2014 pour intégrer l'Union européenne, voient leur demande enfin étudiée par les 27. C'est la signature d'un accord entre la Bulgarie et Skopje, la capitale macédonienne, qui a permis de débloquer la situation vu que Sofia avait posé son veto. La Grèce aussi avait posé son veto et l'a retiré quand la Macédoine du Nord a accepté de changer de nom en 2018. Il y a quelques semaines, c'était la Moldavie qui avait obtenu le statut de candidate à l'adhésion à l'UE en même temps que l'Ukraine. On a aussi la Serbie, le Monténégro et la Turquie qui sont candidats. Bon, dans le cas de la Turquie, un consensus assez large s'est formé des deux côtés pour suspendre les négociations. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo le seront peut-être bientôt. Et vous avez sûrement remarqué que plus personne ne parle de la Géorgie. Pour les 27, entrouvrir la porte à la Géorgie aurait été un affront impardonnable pour Poutine. Et puis, paradoxalement, les principaux partisans d'une intégration européenne de l'Ukraine, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Bref, la guerre en Ukraine est une tragédie humaine tant pour le pays que pour les pays concernés par les exportations agroalimentaires qui risquent de sombrer dans des crises humanitaires graves. Mais cette guerre aura aussi été l'opportunité de ressusciter l'OTAN et de reprendre l'élargissement de l'Union européenne. Vous êtes du même avis ? Faites-nous savoir, prenez soin de vous et à la prochaine.